Pas des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, c'est Ariel qui est à la manœuvre, là-bas, au pupitre, et Bernard derrière le micro. Et nous recevons un journaliste du monde diplomatique, Philippe Lesmarie. Alors Philippe Lesmarie, moi... Bonjour Philippe Lesmarie. Bonjour. Alors j'ai eu la chance, je ne sais pas si on se tutoie... entre anciens... On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Je suis collaborateur du monde diplomatique. Je ne suis pas dans l'équipe permanente, mais je collabore depuis le temps de Claude Julien. Alors ça remonte à une grande époque. On va en parler justement du monde diplo, parce que c'est quand même un des journaux que nous préférons, avec le Canard enchaîné. On a les deux. Alors, justement, j'ai eu la chance, moi, de te rencontrer au Café Diplo, organisé par les amis du monde diplomatique. Alors c'était le 23 mai 2017 et c'est le titre aussi qui m'a attiré à ta conférence qui s'appelait « La canonnière, une passion française ». La canonnière, une passion française, bon, on va justement développer tout ça parce que tu es un spécialiste quand même de tout ce qui concerne la défense, les armées françaises mais aussi internationales. Voilà. Oui. Oui, j'ai été passionné par ça, après avoir été passionné par l'Afrique, et puis en mélangeant un petit peu les deux, en fait. Alors justement, en refaisant un peu ton portrait, parce que je ne sais pas si tous les auditeurs de Radio Libertaire te connaissent, parce que tu me dis que c'est la première fois que tu viens à Radio Libertaire. Eh bien oui. Alors on te souhaite la bienvenue parce que tu connais bien les studios de RFI, je crois aussi. C'est gentil. Ben là, RFI 25 ans quand même. Voilà. Voilà. Alors on t'accueille sur Radio Libertaire. Ouais. Donc, alors d'abord j'ai vu ta date de naissance, 1943, ça tombe bien, on a la même date de naissance. Oui. Donc ça nous rapproche. Et que tu as fait ton service militaire dans la coopération à Madagascar. Exact. Et tu y es resté même après ton service militaire, parce que j'ai vu que tu y es resté 4 ans. Exact. Alors pourquoi le choix de Madagascar ? Le plus loin possible de l'Hexagone à l'époque. J'étais un jeune homme qui voulait découvrir un petit peu le monde et autre chose que sa famille, que ses proches, que son petit train-train d'étudiants, de milieux quand même plutôt favorisés finalement.
Et là, j'ai découvert la Lune malgache en l'occurrence, une autre civilisation. J'ai découvert aussi un petit peu les rouages du néocolonialisme à l'époque, pour appeler les choses par leur nom. Et voilà, j'en suis revenu vacciné. Alors, c'était à l'époque Philibert Tirana. C'était une époque où la France était encore relativement bien vue. Bien sûr, elle avait même les pieds sur la table, la France à l'époque. Le chef des services secrets malgaches était français. Le directeur de la gendarmerie malgache était le colonel Bocchino, un Français. Le nom me revient, vous voyez. Ça remonte pourtant aux années 70. On n'est pas, c'est très ancien. Moi-même, je travaillais comme coopérant militaire dans un journal local qui s'appelait Le Courrier de Madagascar. Et quand une bouteille de gaz un jour a éclaté, ce qu'on appelle un fait divers partout, il y a eu des blessés ou un mort, je me souviens pas, on nous a fait comprendre au journal, et moi qui devais m'occuper, je crois que cette histoire de bouteille, donc j'ai été concerné, l'ambassade de France nous a fait comprendre qu'il fallait mettre la pédale douce, ne pas évoquer de trop près cette histoire pour ne pas froisser les relations franco-malgaches et le bon esprit néocolonial donc qui régnait à l'époque sous Philibert Tirana. Alors comme c'était la même époque où j'étais au Niger avec Duri Amani et les services secrets des Barbouzes auprès de Duri Amani, donc j'ai connu un peu la même histoire côté audiovisuel. Voilà. Et il m'est arrivé, si on étale les souvenirs, excusez-nous tous qui êtes à l'écoute, si on étale les souvenirs, il m'est arrivé par un pur hasard vraiment de débarquer d'un avion à Niamey la nuit du putsch du colonel Kounché. Qui a débarqué justement Duri Amani. Et voilà, donc certains d'ailleurs ont laissé entendre dans certains milieux que c'était exprès que j'y étais cette nuit-là, que je faisais partie peut-être d'une espèce de complot, que sais-je, mais en fait c'était vraiment un pur hasard. Mais alors c'est ça qui t'a amené quand même à t'intéresser particulièrement à la fois à l'Afrique et aussi à l'océan Indien. Voilà, mais j'ai élargi mon petit horizon, si on peut dire, depuis le Madagascar, les îles autour, l'île Maurice, passionnante l'île Maurice, l'île de la Réunion, à l'époque de la dynastie Vergès, les Comores, avec tous les soubresauts qu'il y a pu avoir, etc. Et puis la côte est de l'Afrique, la Tanzanie, le Kenya, j'ai commencé à essayer de regarder un petit peu ça. Le Mozambique, malheureusement, je n'y suis jamais allé, tout comme d'ailleurs jamais allé en Afrique du Sud, ce qui vous paraîtra peut-être énorme, mais par contre Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan, j'ai essayé d'approcher un petit peu tout ça. Et puis par la force des choses, c'est devenu l'Afrique dans son ensemble, et elle est vaste, elle est énorme, elle est plus on avance dans sa connaissance, moins on y comprend quelque chose. En tout cas, c'est ma sensation, et c'est une succession de mondes. Et puis, comme j'ai dû m'occuper des questions de défense plus généralement, notamment à Radio France Internationale, et j'ai continué ensuite, après en avoir été retraité de Radio France Internationale, eh bien, j'ai embrassé un petit peu. J'ai essayé d'embrasser le tout. Mais là, c'est un petit peu beaucoup pour nos petites têtes, la terre entière. Alors, en 81, tu publies un livre qui s'appelle « Océan Indien, le nouveau cœur du monde ». Alors déjà, sur la couverture, il y a quand même un porte-avions. Oui. Oui. Parce que ça traite essentiellement des conflits, des bases, depuis toujours. C'était une époque où les Égyptiens, depuis les Romains. J'étais remonté un petit peu aux temps anciens, et puis il y a eu aussi les pirates à une époque, etc. Mais là, il s'agissait de cette espèce de concours, de rassemblement, d'armada, y compris les soviétiques à l'époque, les Américains, etc. Dans les années 70, puisque c'est l'époque de ce bouquin que tu rappelles, qui est vraiment très ancien, dans les années 70... il y avait une montée des périls dans cette région de l'océan Indien, donc
frontalière de l'Afrique, frontalière de l'Inde, pas très loin de la Chine, avec le Golfe, le fameux Golfe arabo-persique, pétrolier et autres. Et ce grand océan très vide, soudain, s'est rempli pendant un certain temps. Voilà. Après, il s'est revidé. Dans les années 90, on en parlait moins. Et puis là, c'est revenu. Depuis quelques années, comme vous le savez, les enjeux, soit à cause de la piraterie, soit à cause des tensions dans la péninsule arabique ou arabo-persique, les enjeux sont redevenus importants et les flottes de guerre sont revenues de nouveau de plus belle. Et j'aurais pu, si j'avais fait, j'aurais pu faire un livre de nouveau sur le nouveau cœur du monde, peut-être. Et oui, parce que là, le dernier chapitre, c'est l'impossible zone de paix. Le titre, l'impossible zone de paix en 81. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'impossible zone de paix? Non, France, les données sont plus tout à fait les mêmes. Les enjeux à l'époque, vous savez, c'était la corne de l'Afrique qui était en feu parce que c'était l'affrontement des Soviétiques et des Américains par alliés interposés. Même chose en Afrique australe. L'Afrique du Sud était du côté de l'Occident, le Mozambique et l'Angola étaient du côté, au contraire, des Russes, et du côté ce qu'on appelait, entre guillemets, le progressisme ou le tiers-mondisme. Tout ça est tout de même passé. On n'est plus dans ces enjeux-là et on n'est plus dans ces thèmes idéologiques-là. Est-ce qu'il y a toujours une tension quand même dans Bien sûr, la corne de l'Afrique, par exemple, c'est-à-dire le nord-est du continent, est toujours chaude, brûlante même. Les tensions entre l'Érythrée et Djibouti, par exemple, les tensions autour de la Somalie, qui est un non-État, ou un État divisé en plusieurs parties, la difficile gouvernement d'un pays comme l'Éthiopie, l'avenir du Soudan aussi n'est pas écrit de manière facile, et l'Égypte gouvernée par un général, et ainsi de suite. Et toujours la base américaine de Chagos Toujours les Chagos, c'est-à-dire cet atoll, cet atoll qui était désolé en principe, ou habité seulement par quelques centaines, effectivement, d'Iliens. On les appelait les Iliens, oui, ou les Îlois. Des Seychelles ou de Voilà, en fait, mais qui ont été accueillis par l'île Maurice quand ils ont été expulsés par les Américains dans les années 50 pour établir effectivement cette base extraordinaire. Les Américains possèdent donc au cœur de l'océan Indien, au cœur géographique, à équidistance de l'Inde, de l'Afrique, du Golfe, etc., possèdent un endroit où ils ont tous les bombardiers B-52 qu'ils veulent, tous les bateaux prépositionnés chargés d'armement qu'ils veulent, et ils s'en servent donc comme un point d'appui essentiel pour des opérations. Ils s'en sont servis dans toutes les guerres du Golfe, par exemple. Alors, il y a un autre livre... Et pour la guerre en Afghanistan, bien entendu. Ah oui, et bien entendu. Aussi. Alors, il y a un autre livre en 2006, « 100 clés de l'Afrique ». Alors là, c'est un livre plus récent quand même. Oui. Avec, par ordre alphabétique, à la fois une analyse sur chaque pays africains, oui. Et en même temps, alors des grands thèmes et des personnages aussi, Houphouët-Boigny. Oui, on a essayé avec Thierry Perret, c'est une co-préparation. On a essayé avec lui pour Hachette Littérature, puisque c'est l'éditeur de ce bouquin, d'avoir, je crois qu'il y a 120 entrées, non pas une centaine, il y en a 120, je crois, pour être précis. On a essayé de donner un petit peu tous les thèmes qui paraissaient, il y a 5-6 ans en tout cas, comme des thèmes qu'il fallait un peu développer pour comprendre un petit peu grossièrement le continent. Mais ce grossier-là donnait déjà 450 pages, ça devenait déjà un volume relativement important. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi, quand on parle de la culture, on parle de la chanson, on parle de la musique, on parle de la peinture, Chéri Samba. On a essayé de voir large, grâce notamment à mon collègue Thierry Perret, qui est plus porté sur la culture que moi. Alors, par contre, c'est toi qui as créé le blog en 2009, blog qui s'appelle « Défense en ligne ». Exact. Alors là, j'ai vu que, ça fait déjà 8 ans qu'il existe, 216 articles. C'est vrai. Et puis quand j'ai lu, pourquoi ce blog? Alors pourquoi ce blog? Les questions de défense et de sécurité ne doivent pas rester le monopole des soldats et d'une poignée de spécialistes, ni bien sûr se restreindre à l'antique affrontement entre militaristes et antimilitaristes.
Voilà, c'est ce que je crois toujours. Effectivement, je crois que c'est un domaine important parce que se jouent là-dedans beaucoup de choses qui concernent notre présent et notre avenir. Ce sont des gens qui tiennent le feu, tiennent le pouvoir régalien, qu'il soit politique ou militaire en l'occurrence, tous ces gens qui s'occupent de ce qu'on appelle la défense, on pourrait appeler ça aussi parfois l'attaque, l'offensive, la guerre, mais on pourrait aussi appeler ça la paix, puisque c'est le thème de votre émission, et je crois que votre émission, c'est la formule latine. Si tu veux la paix, si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, non, alors, si tu veux la guerre, prépare la paix. Ah, voilà. Si tu veux la paix, prépare la paix. Voilà. Alors vous dites ça, c'est bien, mais les militaires, eux, ont l'impression, et une partie des politiques qui les dirigent, parce que en principe, dans un pays comme la France, c'est la politique qui commande les militaires, et pas le contraire. On a connu des périodes. L'a rappelé. On a connu des périodes tristement différentes, évidemment. Oui. Mais la règle actuelle, et elle est respectée pour l'essentiel vraiment, c'est que le politique commande aux militaires, et donc il y a intérêt à savoir à savoir commander les militaires, et pour les commander, il faut les connaître. Il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir ce que ça exige comme moyen, comme formation, et à quoi ça doit servir, ou pas, puisqu'on peut aussi faire moins pour la défense et faire plus dans d'autres domaines, tout est possible. Alors j'ai relevé quelques titres parce que les titres sont intéressants. Je trouve que il y a de bons titres qui incitent à lire ces articles. Et ces articles sont bien documentés. Donc c'est gentil. Je propose ouais. à nos pacifistes antimilitaristes de les lire. Ils apprendront beaucoup de choses. Ouais. Alors je prends quelques titres. Et la France arma ses drones. Alors là c'est une dernière contribution. Oui, en 2017. Une décision de la ministre nouvelle. Voilà, les militaires en quête de preuves d'amour. Alors ça c'est 2017 aussi, je suppose que c'est après l'histoire avec Macron. La bataille de Mossoul, la Libye, on parle de la Libye, on parle du Sahel bien sûr, on parle de Poutine sur le chemin de Damas, alors là c'est 2015. Oui. Astérix et les fiers à bras en Syrie. Alors ça, c'est 2015 toujours. C'était les Français, c'était Hollande qui voulait faire et Fabius surtout qui voulait faire la guéguerre là-bas, et plutôt 2 fois qu'une. Les rafales du maréchal Sissi en Égypte. Oui, pour défiler. Il les avait achetés pour le défilé. Il fallait qu'il les ait le jour du défilé pour que ça fasse bien. On le comprend, remarquez. Des bijoux pareils qui valent cette fortune qu'il a fallu faire payer par les monarchies du Golfe, parce qu'il n'avait pas les moyens de les payer lui-même. Oui, chez l'Arabie Saoudite, je crois qu'il les a payés. Ou le Qatar, oui, qui a dû payer. Alors le Sahel, le gendarme français bombe le torse. Ça, c'est toujours la France, la poste coloniale. L'armée française malade du Rwanda. Alors le Rwanda, on entend encore parler du Rwanda, c'est toujours pas réglé, ces affaires. 20 ans après. Base française en Afrique, on rouvre. Alors bon, ça c'était en 2013, c'est toujours sous Hollande. 19 juillet 2013, alors là, un article concernant l'antimilitarisme. L'antimilitarisme, une espèce en voie de disparition. Alors ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai vu que c'était écrit au sujet de l'attitude de Xavier Cantat, qui avait laissé sa chaise vide au moment du 14 juillet. Il aurait dû être à côté de sa compagne, la ministre Cécile Duflot, à l'occasion de ce défilé. Et alors ça a été vilipendé de tous les côtés. Bon. On va faire une petite pause. Eva Joly aussi, je précise en passant, Eva Joly aussi n'aimait pas les défilés du 14 juillet. Mais bon, elle est un petit peu norvégienne aussi, alors elle va discuter, elle est franco-norvégienne. Mais je la comprends. Mais elle trouvait que c'était vraiment des trucs ridicules, ces défilés, et pas bien pour le développement social du pays, en gros. Oui, et elle préférait qu'il y ait des jeunes qui défilent, ce qui se fait d'ailleurs, ce que j'ai vu pour les fêtes nationales en Hongrie. Pourtant un pays qui n'est pas très... Bon, il y a plusieurs pays. Enfin, la France est un des seuls pays à faire défiler ses militaires. Ce que souhaitait aussi Bernard Mamère, Noël Mamère. Noël Mamère, il voulait lui aussi qu'on fasse plutôt un défilé populaire, social, etc. Et voilà, quant à Cohn-Bendit, si je me souviens bien, il trouvait que tout ça, ça ressemblait à la Corée du Nord. Ces défilés des militaires français sur les Champs-Élysées. Oui, il était méchant. Oui, c'était un peu moins sérieux que la Corée du Nord. Bon, on va écouter une petite chanson de Georges Brassens dans ce goût-là.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Lémarie, collaborateur du Monde diplomatique et non pas journaliste, mais journaliste de formation et collaborateur du Monde diplomatique depuis plus de 40 ans. Bien sûr, mais je voulais juste dire que je ne suis pas dans l'équipe, dans la toute petite équipe permanente de ce journal, qui est seul responsable du contenu du journal. Moi, je suis responsable du blog que le Monde diplomatique héberge et qui a été fait d'ailleurs en 2009, vous l'avez rappelé, à la demande. C'était Alain Grèche à l'époque qui était le directeur de la rédaction. Ou le rédacteur en chef, et qui m'a demandé, il m'a dit c'est dommage, les gens du monde diplomatique ne sont pas sensibles à ces questions de défense, parce que on parlait d'antimilitarisme, le public moyen du monde diplomatique est plutôt porté sur les militaires à la Carmagnole, là où les militaires c'est pas bien, c'est sale, et ça pose des problèmes plus que ça ne règle les choses. Et bon, moi, il savait que j'étais passionné par tout ça depuis longtemps. Et bref, il m'a dit, mais fais un blog. Ben, je l'ai fait. Et ma foi, ça a accroché. Il y a une partie au moins, du public du monde diplo s'est intéressé à ça, peut-être entre autres en partie à travers moi. Et il y a quand même des articles qui sont publiés. Ah, bien sûr, oui, aussi, dans le journal, oui. Parce que, bon, Alain Grèche, nous avons fait une l'occasion. émission avec lui il y a quelques années, justement, sur Radio Libertaire aussi, dans cette émission pacifiste de Radio Libertaire, avec Alain Grèche. On a connu aussi Philippe Descamps, qui est le rédacteur en chef actuel, qui était venu justement nous soutenir quand on a parlé de René Dumont, qui lui aussi n'était pas un très grand militariste, René Dumont, il était plutôt antimilitariste. Non. Et puis, bon, et alors là, il y a quand même un article, La canonnière, une passion française dans le monde diplo d'avril 2017. Alors là, j'invite à le lire. Et puis, c'est à cette occasion que tu as pu expliquer ce qu'était l'armée française, passage de Hollande à Macron. Et puis, ce sera les mêmes combats avec Macron qu'avec Hollande. Oui. Alors, à l'époque, c'était Sylvie Goulard qui était ministre. Bon, elle ne l'est plus. Un mois de ministre. Non. Bon, et alors là, qu'est-ce que tu avais dit à cette époque, donc l'état de l'armée en 2017 J'essayais quand même de montrer que cette armée en France se vante actuellement, et elle n'a pas tout à fait tort, d'être la première armée européenne. Oui. Si on excluait les Britanniques, qui se sont exclus
exclus eux-mêmes, qui à terme ne feront plus partie de l'ensemble de l'Union européenne, des 27. Il y aura 26 pays. Donc cette armée française, elle est la première. Pourquoi? Et c'est vrai, hein, c'est pas faux, parce qu'elle est complète. Elle a presque toutes les spécialités qu'on peut avoir dans le domaine militaire. Alors sans vouloir faire du verbiage technique, etc., on sait bien qu'il y a la marine, l'aviation, l'armée de terre. On sait qu'il y a des spécialistes du parachutage, des sous-marins, des avions embarqués sur des porte-avions ou des hélicoptères, etc. Tous ces domaines, y compris plus pointus comme le largage en altitude, par exemple, c'est des techniques très compliquées. Le déminage, ou le minage d'ailleurs, c'est des techniques compliquées. Peu de pays, peu d'armées en Europe et dans le monde d'ailleurs, de manière générale, maîtrisent un certain nombre de ces techniques sophistiquées. Et je ne vous ai rien dit du nucléaire, puisque la France fait partie du club des 5 ou 6 pays nucléaires de base, sans parler de ceux qui se sont ajoutés ensuite. Alors voilà, c'est une armée qui a toutes les capacités pratiquement, à quelques-unes près. Hein. On en parlera peut-être au niveau des faiblesses que peut avoir cette armée. Ensuite, vous parliez de canonnières. L'expression est venue, elle n'est pas de moi en fait, c'est Serfati, un auteur qui l'a utilisé le premier il y a quelque temps. La canonnière, c'est cette espèce de culture qu'on a en France d'une armée qui fonctionne et qui peut se battre, qui est capable de se battre. Parce qu'il y a aussi des armées d'opérette en Europe. Bon, l'armée belge n'est pas d'opérette, mais enfin, c'est une petite armée. L'armée néerlandaise n'est plus, depuis qu'il n'y a plus de colonies, ne fait plus grand-chose. Là, je ne parle pas de l'armée luxembourgeoise, mais l'armée allemande, l'énorme armée allemande, mieux financée maintenant que l'armée française, ne peut rien faire. Elle est obligée de demander l'avis du Parlement sans arrêt. Alors, ça serait très plaisant pour nous, en France, les démocrates, les anti-colonialistes, enfin, c'est plus le problème du colonialisme directement, mais d'avoir un Parlement qui contrôle mieux ce que font les militaires. Moi, je voudrais, qui contrôle mieux ce qu'on fait en matière de vente d'armement. Là aussi, je voudrais. Mais si on le faisait à l'allemande, l'armée ne ferait rien. Il n'y aurait pas d'armée. Il y aurait une armée qui serait obligée, dès qu'elle dépasse, dès qu'elle fait 1 kilomètre, dès que une unité disposée par exemple en Afghanistan fait 1 kilomètre de variation sur son terrain, elle est obligée de demander au Parlement, et alors il y a réunion, il y a la commission, l'avis, le gouvernement, le machin, etc. Et il se passe des semaines ou des mois avant qu'une décision éventuelle soit prise. Mais c'est l'héritage, là, quand même, de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon et oui, voilà, c'est la neutralisation de ces pays qui ont tellement eux-mêmes souffert à leur manière de la catastrophe et de leur défaite tout de même, et qu'ils ont eu des modèles d'armée entre guillemets pacifistes. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'on leur a imposé. Qu'on leur a imposé. Mais ce pacifisme, ils l'ont quand même vécu jusqu'à un certain point, et notamment, pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, ça s'est traduit sur le plan administratif, politique, etc. C'est une armée qui est une armée très syndicalisée, par exemple. Ça ne porte pas à l'action et à l'obéissance aux ordres toutes les minutes. C'est une armée qui est obligée de demander la permission sans arrêt aux politiques. Ça aussi. Tandis qu'en France, vous demandez en France, on vous informe sur ce qui s'est passé militairement. Si on veut bien vous informer, on vous dit pas tout, mais on vous le dit après. C'est après seulement. Ah oui, pas avant. C'est ça. Avant. Tandis que chez les Allemands, c'est avant. Voilà, ça fait partie des différences, des grosses différences finalement, et qui ensuite, quand on doit mener des actions, ça compte beaucoup. C'est pour ça que la France se retrouve assez isolée dans cette attitude de canonnière qu'elle a un petit peu, en intervenant et au Sahel, sur 5 ou 6 pays dans le Sahel, donc en Afrique, en intervenant en Centrafrique, ça c'est plus ou moins terminé, mais ça a duré plusieurs années, en intervenant à ce qu'on appelle le Levant,
Liban, un peu, c'est un terme un peu colonial qui recouvre la Syrie, l'Irak, etc. et le Liban. Voilà, c'est la suite de ce qu'on appelait aussi la France, le gendarme en Afrique. Et puis en maintenant toutes des bases, quand même de nombreuses bases dans le monde. La France n'est plus le gendarme de l'Afrique, il ne faut pas exagérer, c'est un grand mot, mais elle est le seul pays occidental, le seul pays du Conseil de sécurité aussi, de l'ONU, donc c'est plus large que simplement occidental, à prendre son rôle tellement au sérieux que son armée est mise à contribution dans de nombreuses opérations dites de paix. Ou parfois de paix armée, disons, de guerre pour ramener la paix. C'est ça le travail des armées aussi. C'est rarement la guerre pour la guerre. C'est une mécanique quand même, c'est une dialectique pour utiliser un autre vocabulaire. Oui, mais il y a toujours, en Afrique notamment, un réseau de base. Il y a des accords de coopération technique. Il y a des accords dits de défense qui ont un plus grand poids, qui sont des accords de partenariat. Il y a un certain nombre, il y a 4 ou 5 bases, mais en gros, les effectifs de ces bases sont à la baisse depuis des années. L'ensemble des effectifs des armées françaises sont divisés par 2 depuis 20 ans. Donc il ne faut pas exagérer non plus tout ça, hein. Les effectifs extérieurs, ce qu'on appelle les forces de souveraineté dans les départements et territoires d'outre-mer, il y en a une quinzaine de mille, mais parmi eux, il y a, je sais pas, le service militaire adapté, c'est-à-dire, en fait, c'est pas des militaires véritables avec des fusils, ce sont des jeunes qui apprennent le métier de mécanicien ou le métier de menuisier. C'est parce que c'est ce qu'on a trouvé de mieux, l'armée, pour former des gens. Périodiquement, on se sert de l'armée un peu comme ascenseur social, et ça peut marcher, ça peut être intéressant, ou comme outil de formation, et c'est le cas notamment outre-mer. Donc on n'est plus à l'ordre dans l'agressivité, disons, militaire qui a pu être celle de la France dans les temps coloniaux notamment. Si on remonte aux époques de la guerre d'Algérie, de la guerre de l'Indochine, etc., et de certains épisodes en Afrique, c'était autre chose que ce qu'on a eu ces toutes dernières années. Même si, c'est vrai, militairement, la France est visible militairement, même si on a pu parler, notamment à une époque sous le président Hollande, avec la présence tout près de lui du général Puga, qui était son chef d'état-major particulier, ancien chef des forces spéciales. Même si on a pu parler donc sous Hollande d'une certaine militarisation du pouvoir politique. Hollande étant trop intéressé peut-être par ce que lui disaient les militaires. C'est ce qui a été dit. Il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup ça. À Gao, il était tout content. Il a aimé et les succès qu'il a rencontrés. Parmi les succès qu'il a rencontrés, parce qu'il a quand même pas fait que des choses nulles. Faut pas exagérer. Il y a eu cette affaire au Mali, en tout cas pour l'année 2013-2014, qui pour lui a été un grand succès. Il a même prononcé cette phrase, je crois, un jour à Gao, en 2013, en mars ou avril 2013, je crois. Il venait en visite officielle après cette grande opération militaire qui durait depuis janvier à mars pour chasser les djihadistes descendant vers Bamako. Il a dit: c'est le plus beau jour de ma vie politique. Enfin, une phrase très emphatique comme ça quand il a été voir là-bas, parce qu'il avait un accueil populaire, des gens qui acclamaient la France à l'ancienne, hein. Voilà. Alors, il y a aussi l'industrie de l'armement. Je crois que tu en as parlé à l'occasion justement de ce café du Monde Diplo. Oui. Les ventes d'armes qui sont quand même pour la France, qui ont augmenté énormément l'année dernière. Oui, bien sûr. C'est l'année dernière, les Rafales. Oui, 2015, 2016. Alors 2017, l'année est un peu moins fournie. Hein. Mais 2016 avec le Drian... Mais 2015 et 2016, les 2 années. Hein. 2015, je crois, c'est 17 milliards. 2016, c'est 20 milliards. De commandes et de prise de commandes, sous l'influence notamment de ce ministre de l'époque qui s'appelait Le Drian et qui était devenu un véritable VRP de l'armement, hein.
Mais il y avait toute une équipe qui travaillait à tout ça, les industries privées, les 4 ou 5 grands groupes français d'armement, tout ça travaillait à l'unisson et ça a donné des résultats importants avec pour la première fois la vente à l'export de ce chasseur français qui était invendable, d'assaut. Le chasseur Rafale, c'était inexportable. Ça l'est devenu en forçant un petit peu la porte, puisque le maréchal Sissi a été le premier à acheter du Rafale et il l'a fait en étant financé par d'autres. Voilà, mais ensuite ça a ouvert la porte un petit peu au Qatar, et puis ensuite l'Inde. L'Inde surtout. Là, voilà, un gros marché. L'Inde, c'est le premier acheteur d'armement mondial, c'est quand même très 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 important. Non, l'industrie de l'armement, qu'on le veuille ou non, en France, c'est un secteur important. Parce que il y a 160 000 emplois, il y a 4 000 entreprises. Les 5 grands groupes, mais aussi tout un tissu de de PME, de sous-traitants, etc. C'est essentiel pour la balance commerciale française qui dans des secteurs qui étaient très bons comme l'agroalimentaire par exemple il y a une époque, maintenant non, l'agroalimentaire n'est plus numéro 1, c'est plutôt l'armement qui marche fort pour le moment. Alors est-ce qu'il y a quand même quelques faiblesses dans cette armée? Alors mais bien sûr, parce que là on a un beau panorama. Non mais je suis en train attendez, d'un mot tout de même sur l'industrie de l'armement, je veux pas avoir l'air de vous la vendre. On ne l'achètera pas, nous, chez nous. D'abord, on n'a pas les moyens. D'abord, pourquoi il y a une industrie de l'armement en France? Parce qu'il y a besoin d'armes pour l'armée française. Et parce que l'armée française n'achète pas assez pour que l'industrie française de l'armement soit profitable, ait suffisamment de gains et investisse suffisamment. Donc, il faut élargir les séries, donc il faut vendre à d'autres. D'autres, ça veut dire exporter. Et là, on se trouve dans l'export. Et l'export de l'armement, c'est difficile parce que c'est pas une marchandise comme les autres. C'est quand même une marchandise chargée, éventuellement parfois de drames. Potentiel en tout cas, et ces marchandises, ça conduit à vendre à des gens pas toujours recommandables. C'est ce qui a été fait dans certains cas. Normalement, il y a des contrôles assez étroits, mais ils peuvent être contournés de diverses manières. C'est ce qui peut se passer. Il y a des scandales divers et variés. On en a connu, bien sûr, en France. Il y a la dépendance à l'égard de clients extérieurs, ou alors du client unique français, l'État français. Par exemple, l'État français dépend de Dassault pour cette histoire de chasseurs. C'est vraiment une osmose, tous les deux. Voilà. Mais il faut savoir aussi que si vous perdez des capacités, y compris industrielles, par exemple en France, on ne sait plus fabriquer un fusil pour l'armée. Il n'y a plus de fusil. Donc on achète, je crois, à l'Allemagne. Il est allemand. Le fusil est allemand. L'affaire est terminée. Donc les Allemands ne peuvent rien faire, mais ils vendent aux Français qui, eux, peuvent agir. Voilà. Oui, c'est vrai. Les drones, un certain nombre de pays importants maintenant ont des drones. Qu'on aime ça ou pas, peu importe. La France n'en a pas. Elle est obligée d'acheter aux États-Unis sur étagère, en étant la proie de General Atomics, qui est la société qui fabrique ces drones. Ces drones indispensables, par exemple, au Sahel. Une zone grande comme l'Europe qu'ils essaient de surveiller avec seulement 3 ou 4 000 hommes. Donc il faut des moyens, et les drones, ce sont ces choses qui surveillent 24 heures sur 24, là-haut, qui tournent. Voilà. Et que la nouvelle ministre Florence Parly a décidé d'armer. C'est ça la nouvelle, c'est-à-dire d'américaniser. On va y revenir. Alors Philippe Lémarie, merci beaucoup, parce que là on a beaucoup parlé de l'armée. Alors on a besoin d'écouter un peu une chanson antimilitariste. Je pense que ça vous gêne pas. Il n'y a aucun problème. Voilà, faut y aller. Allez, on y va avec Le Déserteur de Boris Vian, une chanson de 1954, le jour de la défaite de Dien Bien Phu. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre
avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère étant souffert, qu'elle est dedans sa tombe et se moquer des bombes et se moquer des vers. Quand j'étais prisonnière, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Lesmarie. Nous parlons aujourd'hui de l'armée française, de toutes les armées, de l'OTAN, des ventes d'armes. Enfin, l'OTAN, on n'en a pas encore parlé. Non. Et puis aussi, quand même, on a dit toute la force de cette armée française actuellement, surtout en Europe. Et puis, on n'a pas parlé de ses faiblesses. Il y en a des faiblesses, bien sûr. D'abord, c'est la baisse du budget et des effectifs. J'y faisais allusion tout à l'heure. Depuis 20 ans, elle est constante. On n'a pas une armée très forte à ce niveau-là. Ça a été enrayé seulement pour cette raison dramatique et on peut en parler, vu le quartier dans lequel on est. On n'est pas très loin de la zone où les attentats avaient fait tant de victimes il y a 2 ans. Et ce sont ces attentats qui ont enrayé la chute des effectifs des armées et qui ont fait que le budget a interrompu sa descente progressive. Mais descente qui a commencé alors lorsque le service militaire a été suspendu. Pratiquement à l'époque. Voilà. À l'époque où on a fermé des casernes. Où le président Chirac a décidé la professionnalisation, comme on a dit, de l'armée. On a fermé un certain nombre de casernes. On a allégé les effectifs. Déjà, on a commencé à les alléger beaucoup. Et on a réformé la manière d'être des militaires, qui n'avaient plus cette force de manœuvre des appelés, qui servaient un peu à tout. Vous savez, vous vous souvenez, la vie de l'appelé n'était pas toujours rose. Et même quand on n'était pas, je ne parle même pas d'un contexte de guerre en Algérie ou ailleurs, bien sûr, où là c'était beaucoup plus grave, mais l'appelé moyen des casernes n'avait pas toujours les tâches les plus enrichissantes du monde. Voilà. Mais depuis 1995, je crois, tout ça avait été arrêté. Et donc l'armée a changé de mode de fonctionnement, de culture. Elle a aussi, l'armée est plus diplômée, si je peux dire, elle est d'un niveau culturel plus sophistiqué que ça n'a été à une certaine époque. On embauche plutôt des gens qui savent... on embauche plus haut, on embauche, il y a plus de bacheliers, par exemple, bien sûr aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque. Et alors ces faiblesses encore, il y en a d'autres de faiblesses? Alors les faiblesses, la chute du budget. Les faiblesses, le budget, l'outil militaire est un peu, c'est ce que disent les chefs d'état-major de la marine, de l'armée de l'air, etc. Ils disent on est à l'os, on a tellement réduit en 20 ans que on a essayé de maintenir nos capacités à force de rustines, de petits trucs. On arrive encore à faire du déminage, mais
les moyens sont limités. Le largage de haute altitude, on ne sait plus. On peut le faire, mais on est obligé on le fait 2 fois par an et non pas 4 fois, 5 fois. Les entraînements sont diminués, faute d'argent suffisant. Quand on s'entraîne, il faut essayer de tirer des projectiles de temps en temps. On en tire moins maintenant. Pour la formation des militaires, avant qu'ils soient envoyés dans une opération ou l'autre, il faut qu'ils passent autant de temps à être conditionnés, formés dans ce but. Et ça, ces temps de formation ont été aussi réduits parce qu'il y a eu trop d'occupations alternatives et notamment avec ces attentats en France, le front, entre guillemets, s'est déplacé, enfin un front supplémentaire s'est ouvert avec une opération militaire supplémentaire et l'entrée ou le retour, disons, des militaires sur le territoire national. Parce qu'on les voyait plus. Ils étaient là, ils étaient dans les casernes quand même, et ils partaient de France pour aller ailleurs, mais on les voyait plus en tant que gens d'action militaire armés sur le terrain. Or, là, comme vous le savez, depuis 2 ou 3 ans notamment, ils sont là. Ils sont là, c'est le dispositif Sentinelle, mais il y a surchauffe des matériels qui n'ont pas été renouvelés pour des raisons budgétaires. Enfin, une partie d'entre eux, en tout cas. Les Transal, enfin là maintenant, il y a un nouvel appareil qui arrive, l'appareil Atlas, la 400M, mais les Transal, qui étaient ces appareils de transport militaire, sont très très vieux. Donc on fait appel aux Russes. Voilà. Pour nous prêter des avions. Voilà, pour le gros fret, pour le fret important, quand vous faites une opération lointaine, vous êtes obligé de louer des heures d'avion à des compagnies ukrainiennes ou russes. Et donc vous êtes un peu dépendant d'eux, y compris un petit peu politiquement, d'une certaine manière. Hein. Ou alors demander aux Américains. Les drones, vous devez les demander aux Américains. Le renseignement, vous devez aussi en demander aux Américains, parce qu'ils ont 200 satellites quand vous en avez 4. Et tout est comme ça, quoi. Mais alors, ils sont en définitive dans la situation des fonctionnaires d'aujourd'hui. On entend parler tous les fonctionnaires. Oui. Bon, oui. Eux, ils ne peuvent pas le dire, sauf s'ils sont chefs de l'armée. Voilà. Mais vous savez qu'il y a eu un clash. Vous savez qu'il y a eu un clash justement, sévère. C'est-à-dire qu'on en a. Eux, ils ne peuvent pas l'exprimer, mais enfin, apparemment, ils sont dans la même situation. Oui. Grosso modo. Voilà, mais ils ont le sentiment que l'outil militaire est sacrifié. C'est un sentiment, oui. On n'est pas obligé de les croire. Et que le budget militaire, le budget de défense en général, a toujours été la variable d'ajustement du gouvernement. Vous savez, quand il y a besoin d'argent, alors on dit du côté de Bercy, le ministère des Finances, on dit on va enlever un petit peu du côté des militaires, ils en ont toujours trop, on va pas, etc. Et il y a cette espèce de guerre picrocolesque en France, au niveau gouvernemental, entre Bercy, les finances, et le régalien, l'Élysée ou le ministère de la Défense, qui est dans un lieu qui s'appelle l'hôtel de Brienne. Mais dans les faiblesses aussi, je mettrais, moi, quelque chose d'autre au compte des faiblesses de l'armée française actuellement, et ça permet de dire un mot de l'OTAN, puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est l'otanisation de l'armée française. Donc, elle n'est plus française, elle est otanienne. D'abord, elle parle anglais. On ne pourrait pas, ici, ce soir, les militaires parleraient anglais quasiment. Même pour une opération de l'armée française en Afrique, vous parlez en anglais. Donc les pauvres Africains, là, ils passent à côté parce que souvent ils sont moins formés en anglais encore que... Francophones, enfin, du moins dans la partie... Voilà. Non, en tout cas, même sans plaisanter trop, il y a une espèce d'américanisation de l'armée française. Rien que vous les voyez à la télé, si vous voyez le harnachement qu'ils portent, les équipements dits du soldat du futur, les branchements, toutes sortes d'accessoires et d'armes nouvelles, la langue anglaise maintenant universelle absolument, les procédures
qui sont de plus en plus des procédures de l'OTAN qu'il a fallu appliquer, les règles d'engagement qui sont essentielles, qui conditionnent l'utilisation d'une arme. On n'utilise pas une arme comme ça, comme on respire. Il y a d'abord, les gens sont formés pour ça, mais ensuite il y a tout un tas d'étapes à franchir, de doutes à lever. On ne tire pas, même un chasseur Rafale en Irak ne tire pas au hasard sur une cible. Il faut lever des doutes. D'abord, s'assurer qu'on ne tire pas sur un village, qu'on ne s'est pas trompé, qu'on tire bien sur un centre de je ne sais pas quoi, de commandement ou d'autres choses, etc. Et là, les règles d'engagement maintenant sont de plus en plus celles de l'OTAN, c'est-à-dire celles des Américains, qui, eux, jouent moins sur l'affaire des doutes. Eux, on fait l'omelette plus facilement que peut-être ce qui entraîne davantage de victimes civiles, du coup. C'est possible, ça peut arriver, et notamment avec leurs drones, puisque eux ont développé beaucoup les drones et même une politique d'assassinat ciblé, disons, des centaines. Ils ont éliminé comme ça des centaines d'adversaires, et en même temps, ils ont tué des milliers sans doute de gens autour qui n'y étaient pour rien. Oui. Alors, justement, maintenant que nous avons une nouvelle ministre des Armées, et non plus de la Défense, qui s'appelle Florence Parly, elle a été interviewée le 6 octobre 2017, il n'y a pas très longtemps, sur France Inter, et on va écouter déjà un premier enregistrement de ce qu'elle a dit sur France Inter en répondant à Nicolas Domeran. Envisagez-vous, Florence Parly, une inflexion à la baisse peut-être quant à la présence militaire française sur les théâtres d'intervention extérieure ? Alors ce que nous portons, c'est une nouvelle ambition pour la défense et l'Europe de la défense qui se manifeste d'abord dans un premier temps par un budget en très forte croissance et qui se déclinera, comme vous l'avez indiqué, dans le cadre d'une revue stratégique qui débouchera sur une nouvelle loi de programmation militaire. Ce qui est majeur en ce moment, c'est l'écart qui existe entre des engagements très puissants de la France sur un certain nombre de théâtres étrangers et des moyens qui n'étaient pas à la hauteur de ces engagements. Donc le budget 2018, qui est le premier jalon en quelque sorte, réconcilie cette situation en donnant aux armées les moyens de leur intervention. La question maintenant qui va se poser, c'est celle de savoir si, dans un contexte que l'on sait difficile, incertain et très lourd de menaces, si les interventions françaises ont vocation à diminuer ou pas. Notre sentiment est que tant que ce contexte continue d'exister tel qu'il est, il est assez probable que non. Et donc, il va falloir, dans le cadre de la loi de programmation militaire, déterminer les aptitudes, les capacités des armées françaises pour affronter ces nouveaux risques. Alors, Philippe Lesmarie, donc, puisque vous êtes à la fois un spécialiste de l'armée et journaliste au monde diplomatique, vous allez réagir peut-être à cette nouvelle ambition pour la défense. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ambition pour la défense ? Non, c'est la même. On change pas. Non, il n'y a pas de nouvelle ambition véritablement. Il y a simplement quand même un renforcement budgétaire, c'est vrai, à partir de l'an prochain. Alors que cette année, il y a eu des coupes de dernière minute depuis le mois de juillet dernier, celles qui ont provoqué d'ailleurs la démission du chef d'état-major du général de Villiers. Mais donc pour 2018, il est vrai qu'1,8 milliard, pour être précis, supplémentaire, va venir, ce qui fait que le budget de l'an prochain sera de 34 milliards, je crois, le budget défense, 34 milliards au total. Et qu'on va, au fil des années suivantes, des 4 ou 5 années suivantes, essayer d'atteindre le fameux 2% du produit intérieur brut, qui est la recommandation, quasiment le mantra imposé, proposé ou imposé par l'OTAN, par les Américains, par tout le monde, qui dit il faut au moins que les pays européens consacrent 2% de leur produit intérieur brut à la défense, parce que nous, on en a assez
de s'occuper de leur défense. Nous, Américains, nous en avons assez de financer... Pourtant, c'est ce qu'ils ont demandé à de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini cette époque-là. Le monsieur Trump l'a dit plusieurs fois, les Européens doivent s'occuper de leur sécurité. Les Américains, il est vrai, consacrent déjà 3,5 ou 4% de leur PIB aux questions de défense. Eux, ils sont pas manchots. Moins que la Corée du Nord. Moins que la Corée du Nord quand même, mais eux ne sont pas manchots. Voilà. Donc il y a une trajectoire vers le 2% à terme. C'est la promesse en tout cas de Macron et de cette ministre, Madame Parly. Le Sahel, on va pas pouvoir s'en désengager, comme elle l'a dit un petit peu. Hein, c'est vrai. Difficile de quitter. D'ailleurs, le passif de la France dans cette région est tellement grand. Quand on pense que c'est M. Sarkozy, le président Sarkozy à l'époque, qui a créé ce foutoir, il n'y a pas d'autre mot, en Libye, en 2011. Et avec toutes les conséquences qu'on a connues depuis et dont toutes ne sont pas terminées, les Français ne peuvent pas se retirer, même si leurs partenaires de ce qu'on appelle le G5, c'est-à-dire tous ces pays, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad, ne sont pas toujours assez offensifs et manquent de moyens techniques ou autres pour aider les Français dans ce domaine, pour prendre leur part, même pour prendre la part majoritaire des questions de sécurité. Même avec ça, je veux dire, les Français ne vont pas pouvoir certainement quitter ce terrain. Quant au Moyen-Orient, là, Daesh et l'organisation, l'État islamique est démantelé, de fait. Avec un côté, c'est le nid de guêpe, hein, tout le monde va aller dans tous les coins. Où vont-ils aller, vers quel danger, vers quel problème qu'ils vont créer à droite à gauche, hein, et les attentats sont déjà partout, tous azimuts, dans tous les pays. Il y en aura certainement plus que moins, hein, à terme. Mais le dispositif militaire français, alors militairement parlant, je sais pas, il y a actuellement une quinzaine de chasseurs français qui participent aux frappes de la coalition internationale derrière les Américains qui font l'essentiel, avec un engagement côté français aussi de forces spéciales sur le terrain. Il y en a eu un qui est décédé d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça a attiré l'attention de tout le monde là-dessus. Là, au Moyen-Orient, il va falloir réduire le dispositif puisqu'il y aura plus d'adversaires à bombarder, si on peut dire. Alors, Philippe Lémarie, on va écouter une deuxième intervention de Madame Parly, justement au sujet des soldats au Levant. Ça pourrait baisser tout de même le nombre d'hommes et de femmes et de soldats présents dans les différentes zones, que ce soit la Syrie, que ce soit le Mali. On pourrait en rapatrier. Ils sont fatigués. Alors, à court terme, il faut évidemment être très adaptable. Que l'on prenne les théâtres les uns derrière les autres, au Levant, il est absolument clair que tant que la lutte contre Daesh n'est pas terminée, l'engagement de la France aux côtés de la coalition se poursuivra. Et elle se poursuivra dans les formes qu'elle a aujourd'hui. Lorsque l'on examine la situation au Mali, où la France est engagée à la fois seule et aux côtés d'autres partenaires, mais seule avec 4000 militaires sur ce front. Ce qui est important, c'est de pouvoir à la fois maintenir ces 4000 hommes et aussi accompagner la montée en puissance des armées de ces pays, parce que à terme, ce sont ces pays qui sont en charge de la stabilité de la région. Aujourd'hui, il est probablement impossible d'imaginer un retrait de l'opération Barkhane. En revanche, la France fait tous ses efforts pour que ces armées, dans le cadre de ce qu'on appelle la force conjointe du G5 Sahel, puissent monter en puissance. Et nous sommes très actifs avec d'autres partenaires européens pour que ces armées puissent se doter des matériels, des équipements dont elles ont besoin, en recueillant des contributions de nos partenaires. Florence Parly, il y a combien de soldats français au Levant ? Il y a... D'abord, nous avons des avions, une base aérienne en Jordanie et
aux Émirats arabes unis. Et au sol? Nous avons au sol des forces qui entraînent les forces irakiennes en Irak. Nous avons de l'artillerie qui est présente également, avec des canons César qui ont contribué à la reprise de Mossoul et qui continuent ces opérations. Et puis, nous avons des forces qui contribuent à la formation et à l'entraînement des armées locales. Ça fait combien de personnes? Ce chiffre n'est pas public. Alors, Philippe Lémarie, je vous le dis, le chiffre n'est pas public. S'il y en a une centaine, c'est le diable. Parce que les forces spéciales, ce ne sont pas des effectifs importants. Ce qu'on appelle forces spéciales, ce ne sont pas des barbouzes. Ce ne pas des gens de la DGSE ou de choses comme ça. Ce sont des militaires en uniforme, commandés, encadrés, etc. Simplement, ce sont souvent des spécialistes. Ce sont des gens qui agissent à l'avant des conflits, parfois même au-dessus des frontières, en amont, à l'entrée, qui ouvrent la porte, comme on dit dans le langage militaire. Et en l'occurrence, il y en a bien une centaine qui ont contribué à former notamment, je crois, des peshmerga kurdes dans la zone proche de Mossoul, où par ailleurs il y a des artilleurs français aussi qui ont participé au bombardement depuis le sol sur cette zone de Mossoul. Alors Philippe Lémarie, pourquoi le ministre dit par exemple c'est pas public? Alors effectivement c'est un peu secret tout ce qui se passe dans l'armée et du coup le public imagine qui sait quoi. Mais effectivement, on aurait pu avoir un système en France qui soit beaucoup plus sous l'œil, au moins des gens habilités ou intéressés par la chose, parce qu'il n'est pas sûr que l'opinion dans son ensemble soit forcément passionnée, encore que il faudrait voir, mais qu'au moins les gens, les journalistes par exemple, sensibles à ces questions, les experts, connaisseurs, les parlementaires concernés, que tout ce monde-là ait accès plus facilement à l'information en temps réel, ou au moins tout à fait dans des délais très très proches de l'action, ça serait quand même très souhaitable pour que justement l'information du public ensuite, dans un deuxième temps, digérée sans révéler les petits secrets tactiques qui ne doivent pas être forcément révélés, pour que l'information et que l'intérêt du public se manifeste mieux et qu'il y ait un sentiment de contrôle sur ces choses-là un petit peu plus grand. Mais alors vous, Philippe Lémarie, comment vous faites pour avoir ces informations? Parce que quand même, vous les avez, vous en donnez. On en a une partie seulement. Une partie seulement. Il y a des choses qu'on n'a pas. Ça dépend du degré de connaissance et de proximité qu'on a avec l'institution militaire ou avec des organes qui sont au contraire indépendants de l'institution militaire. Je pense par exemple, on ne peut pas se fier seulement à des indications données par les services de communication des armées qui sont très bien faits maintenant, très professionnalisés, et c'est tout à l'honneur des armées d'avoir compris qu'il valait mieux vraiment communiquer que de faire la grande muette, comme on disait à une époque. Mais en revanche, il faut toujours interpréter, compenser, interpréter, compenser, mettre ça en parallèle avec des sources différentes, d'ONG par exemple, d'ONG qui se consacrent aux questions humanitaires, ou d'autres sources d'informations dans l'industrie, dans le commerce, pour essayer de trouver un équilibre un petit peu dans l'information. Alors justement, il y a une dernière question qui a été posée et qu'on va écouter justement au ministre Parly. La ministre. La ministre. Oui. Est-ce que la France sous-traite aux Irakiens l'élimination des djihadistes français? C'est ce que disait en tout cas le Wall Street Journal en mai dernier.
Nous ne sous-traitons rien du tout. Nous sommes en train, avec la coalition internationale, d'éradiquer Daesh. Et nous ne faisons pas, si je puis me permettre cette expression, le tri entre les différents djihadistes qui combattent. Nous combattons Daesh globalement. François Hollande avait révélé dans un livre d'entretien qu'il y avait une kill list, qu'il y avait des opérations homo pour homicide, une liste donc de cibles françaises à éliminer par tous les moyens. Est-ce encore le cas, Florence Parly ? Pas à ma connaissance. Alors là, justement, on a quand même, voilà, le genre de bruit, de rumeur, on ne sait pas, mais c'est révélé plus par des ONG que par les militaires, bien sûr, s'ils le font. Bien sûr. Si c'est fait, d'abord, on ne le sait pas, et je ne le sais pas plus que d'autres et que vous. Et si c'est fait, par contre, ce que je sais, c'est que c'est dans des toutes petites proportions. Je dis ça par rapport aux Américains qui en avaient fait un système, et la polémique avait enflé aux États-Unis il y a quelques années sur l'emploi qu'on avait fait, y compris Obama, qu'on avait baptisé à un moment Obama Seigneur des drones, tellement il s'était servi de ce système finalement pour régler ses comptes et pour essayer d'empêcher un certain nombre de chefs djihadistes de prospérer. Alors pour un prix Nobel de la paix, forcément, c'était difficile. Voilà, côté français, non, il y a eu peut-être quelques vengeances sur les doigts de la main. Vous savez, quand on a par exemple 2 journalistes de RFI qui étaient mes collègues très proches qui sont assassinés comme ça vulgairement sur le bord du chemin au nord du Mali, il est probable, je ne sais pas, mais il est probable que le nom du responsable, s'il a pu être précisé, figurait sur la petite liste de 3 noms ou de 5 noms ou de je sais pas quoi des services secrets français. S'il pouvait mettre la main dessus, il est probable que on ne saurait pas ce qui lui arriverait ensuite, mais c'est tout. Faut pas chercher dans la grande opération. Et de toute façon, ça ne pourra jamais faire l'objet d'une information véritable. Oui, c'est ça. Voilà. Parlons un peu de l'opération Sentinelle qui représente quand même 7000 hommes sur... oui, voire 10 000 en cas de crise forte. Oui, voire 10 000. Ben, c'était... il faut voir, c'est 7000 mettons 7000 en temps normal, mais relevé tous les 4 mois ou tous les 3 mois. Donc, multiplié par, mettons, si c'est tous les 4 mois, ça fait 3 fois dans l'année, ça fait 3 fois 7, 21 000. Il faut trouver 21 000 hommes. Et tout est comme ça. Toutes les opérations, c'est comme ça. On relève les gens. On ne peut pas les laisser en permanence pendant une année sur un terrain, sur une action. Donc c'est lourd. C'est une opération qui a été critiquée à la fois dans le public, parce qu'on se demandait ce que faisaient ces militaires harnachés comme des soldats en Afghanistan ou en Irak ou dans le Sahel, à figurer dans les rues comme ça, ou dans les gares, ou à côté des lieux publics en France. On ne comprenait pas très bien. Les militaires eux-mêmes ne se sentaient pas vraiment dans leur rôle dans cette affaire, et ils jouaient un rôle de policier un petit peu. C'était pas leur métier. Ils s'ennuyaient aussi, finalement, d'une certaine manière. Et puis, accessoirement, ils servaient de cible à des attaquants, ce qui est pas très rigolo. C'est leur métier, d'accord, mais enfin, de là à faire un aimant et être là, posté devant un bâtiment et se faire attaquer, ça n'est pas non plus tout à fait idéal. Alors tout ça, maintenant, finalement, c'est en voie de reconfiguration. Là aussi, il y a un allègement, parce que ce que ne dit pas clairement la ministre Parly, c'est qu'en fait, elle va alléger partout. Elle allège tous les effectifs partout, les effectifs de forces d'intervention sur les différents théâtres, et dans le Sahel, et au Moyen-Orient, et sur Sentinelle, donc, puisqu'on passe maintenant de 7000 à 3000. 3000 sur le territoire national. Une réserve de 3000 en cas de besoin, si vraiment ça chauffe, mais les 3000 réservés, ils vont s'entraîner pour autre chose, ils vont être remis dans le pot général, si vous voulez, et il y en aura encore 3000 si vraiment ça chauffe encore plus, mais ils feront eux aussi autre chose. Donc les vrais qui seront sur le terrain, ils seront que 3000, et ils bougeront beaucoup plus qu'avant, donc ce sera peut-être pour eux un peu plus intéressant, et ils seront un petit peu moins les cibles. Alors, parlons maintenant de cette
cet article sur le blog, l'antimilitarisme, une espèce en voie de disparition. Alors on a déjà dit que ça avait été fait à la suite du 14 juillet 2013, quand Xavier Cantat avait refusé de s'asseoir à côté de sa compagne pour assister au défilé militaire, que Eva Joly avait dit « Je pense que le temps est venu de supprimer les défilés militaires du 14 juillet parce que ça correspond à une autre période. J'ai rêvé que nous puissions remplacer le défilé militaire par un défilé citoyen où nous verrions les enfants des écoles, les étudiants et aussi les seniors défiler dans le bonheur d'être ensemble, de fêter les valeurs qui nous réunissent. Ouais. » Bon, voilà ce qu'elle disait. Alors, c'est vrai, moi aussi j'ai été sensible à ces propos, et moi j'ai pas adoré toujours les défilés du 14 juillet, moi non plus, et en tout cas je ne suis pas un patriote maladif devant mon écran ou sur le boulevard quand il passe. Mais il y a des côtés, les choses sont compliquées comme souvent. Hein. Il y a des côtés. Par exemple, qu'est-ce que vous disent les militaires ? Les militaires vous disent, mais c'est la fête des armées le 14 juillet, c'est vrai, nous défilons, mais c'est une cérémonie d'allégeance au pouvoir politique. Nous défilons devant nos chefs. Nos chefs sont politiques. Les gens dans la grande tribune sur la place de la Concorde sont en noir, ce ne sont pas des officiers, enfin, ou très peu, ce sont des gens habillés comme des politiciens, et à qui les armées viennent dire « Vous êtes là, on vous salue, nous portons le drapeau, vous nous faites faire ce que vous voulez ». Donc, il n'y a pas que cet aspect ridicule, patriotard. De montrer sa force, c'est-à-dire de montrer la force de la France, voilà. Qui peut menacer d'autres pays. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que cet aspect-là. Mais ça peut être ressenti comme ça. Le problème, c'est que souvent, et surtout quand on invite des pays étrangers avec leur propre armée... Donald Trump, vous avez vu l'horrible Trump, on peut le dire depuis le début. On a été tous estomaqués que cet homme-là débarque sur les Champs-Élysées, c'est sûr. Alors l'armée française ne va pas quand même faire allégeance à Trump. Non, encore. Non, mais il y a une vieille... amitié franco-américaine, comme vous le savez, historique, politique, enfin historique surtout, politique ces dernières années, beaucoup plus que du temps, par exemple, du général de Gaulle, qui lui avait mis un certain nombre de limites quand même, et je ne parle pas de la gauche, des communistes, etc., à une certaine époque, qui avait mis aussi de grandes limites. Non, on n'est plus... Il y a cette amitié, oui, qui continue. Il y a le fait que, par exemple, la France est le seul pays à avoir un porte-avions nucléaire en même temps que les Américains. Simplement, les Américains en ont 10. Et nous, on en a un qui sort de temps en temps. Trump rêve d'en avoir 3 de plus, comme au temps de la guerre froide, puisqu'il rêve de guerre. Hein, Trump rêve de guerre. Macron ne rêve pas de guerre, quand même. On a la chance en France de ne pas avoir un président un guerrier comme ça. Et donc, Trump va avoir 13 porte-avions, mais la France en a un qu'on a du mal à sortir et qui d'ailleurs est sur cale et ainsi de suite actuellement. Mais c'est le club nucléaire. Par exemple, les avions, les Rafales français peuvent décoller du porte-avions Charles de Gaulle comme ils peuvent décoller d'un porte-avions américain. Il y a un échange, une standardisation, pour parler, comme tout à l'heure, une otanisation, mais à travers une camaraderie franco-américaine qui a des aspects, pour les militaires, intéressants. Non, pourquoi si peu d'antimilitarisme aujourd'hui? C'est vrai par rapport à d'anciennes époques, à l'époque où on chantait un peu contre la guerre, contre tout ça. Je crois que c'est parce que les grandes boucheries, les grandes guerres coloniales, c'est fini, c'est loin. Donc il y a moins cet aliment qui était... Et toute la population participait à ça, craignait d'avoir des membres de la famille qui soient enrôlés dans les guerres coloniales, etc. Et puis qu'aujourd'hui, les armées ont une fonction, participent à la fonction protection de la population. Parce il y a un sentiment de danger quand même dans un pays comme la France actuellement, danger, des gens peuvent vous attaquer pour n'importe quoi. Les histoires des attentats, c'est... Oui, sur les attentats, mais on nous crée par exemple au Mali peut-être des ennemis
qu'on n'a pas cherché. Oui, ça lance dans de grandes discussions. Alors, il y a une thèse et une discussion possible. Effectivement, est-ce que on a la guerre chez soi, avec des ennemis de l'intérieur, comme dirait l'autre, parce qu'on a été la porter à l'extérieur. Mais qui a comment... Alors, ensuite, le débat suivant, c'est... est-ce que c'est la conséquence de ce qu'on a été faire à l'extérieur? Est-ce que c'est parce qu'on bombarde Daesh en Irak ou en Syrie qu'il fait éclater des bombes sous les pieds de n'importe qui en France? La question peut se discuter jusqu'à un certain point. Des gens comme Michel Onfray, par exemple, le pensent. Il ne faut pas aller bombarder là-bas, il n'y aura pas de problème ici. Il le pense. Oui, c'est vrai. L'autre débat qui peut exister, c'était lequel? Qu'est-ce que je voulais dire là exactement? Parce que ces ennemis qui étaient, disons, intérieurs, comme les Touaregs qu'on a connus à l'époque déjà, il y a plus de 30 ans, il y a plus de 40 ans, ces problèmes-là ne seront pas résolus par des interventions militaires. Non. Donc, est-ce que la meilleure façon, ce n'est pas d'essayer de régler les choses politiquement? Effectivement, l'opération militaire provoque. Non, mais là actuellement, sur le Mali, la France ne fait pas vraiment la guerre. Elle est en opération de police, si on peut Alors, dire. Justement, le dernier article du Canard enchaîné de Claude Angéli, qui suit aussi ces opérations, c'est le chef de guerre Macron s'enlise au Sahel. Oui. Alors, oui. bien sûr. Mais c'est l'enlisement, parce que l'insécurité reste grande. Et oui, on n'a pas résolu les problèmes. Non, les problèmes, tous les problèmes ne sont pas résolus. Cela dit, vous n'avez plus de califat. Oui. Ah non, mais attendez, vous aviez ça. En 2013, vous aviez quand même la naissance plus que probable d'un califat, genre Daesh, mais au Mali. Donc cette chose-là n'a pas existé. Il y a eu un barrage qui a été fait. Ensuite, maintenant, quand on parle du Mali, quand les militaires français vous parlent du Mali, ils parlent sans arrêt du règlement politique et des progrès ou des reculs, au contraire, concernant le règlement de la question du Nord, par exemple. Et c'est à ça qu'ils sont attentifs, bien plus qu'à des questions purement guerrières, parce qu'eux savent qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Ils peuvent juste essayer de contenir vaguement pour que l'insécurité n'explose pas plus. Mais actuellement, il y a 200 attaques par an. Eh oui. Alors, on va écouter peut-être Lena Chamamian. Lena Chamamian, qui est une chanteuse syrienne. وأغلى من غفو فيه المأوى لا تغفو لا 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 صوتك مغنى فيه الروح تحيا ترسم مع كل نسمة عطر الذكرى ونجوى لا ترحل لا 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 لا
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes en présence de Philippe Lémarie, journaliste, et nous allons parler maintenant un petit peu du prix Nobel de la paix qui a été décerné récemment à l'ICAN, Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Alors, cette ICAN s'est constituée à Vienne en 2007. Une centaine de pays et d'organisations pour la protection des droits humains financés par l'Europe, la Norvège, la Suisse, l'Allemagne, etc. Et à l'origine du traité, ils sont à l'origine du traité d'interdiction de l'arme atomique qui a été adopté par l'ONU en juillet donc 2017 par 122 pays, mais naturellement, comme d'habitude, les 9 puissances nucléaires, États-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Israël, Royaume-Uni et la France, bien sûr, ont refusé ce texte. Et oui, traité un petit peu incroyable, d'une certaine manière, qu'on n'a pas senti venir, nous les spécialistes des questions de défense, parce que nos interlocuteurs habituels qui sont des puissances nucléaires ne disaient rien de particulier là-dessus. Non, on savait par les quelques ONG notamment qui suivent ces questions et quelques diplomates, on savait bien sûr qu'une négociation était en cours et moi je ne croyais pas qu'elle allait déboucher sur un résultat aussi important en nombre de voix. Mais comme vous dites, quel poids réel cela peut-il avoir? Très peu pour le moment, bien sûr. Voilà. Cela dit, en soi, en France, où on a qui fait partie bien sûr des puissances nucléaires et qui n'ont pas l'intention dans l'immédiat de ne plus l'être, on n'est pas non plus nucléariste par religion. Je veux dire l'époque de Gaulle pour le coup, puisque c'est lui qui a lancé cette affaire de la dissuasion. L'époque est dépassée aussi. Il y a eu des inflexions de cette dissuasion à la française. Depuis, il y a eu des réductions en nombre d'armes, réduction des composantes. Il y a une des 3 composantes qui a été supprimée. La composante dite du plateau d'Albion. Oui. Qui était une aberration d'ailleurs, puisque c'était fixe et voilà, tout le monde savait où c'était. Voilà. Il est question aussi, pour faire des économies, de supprimer éventuellement la composante aérienne. Il en est question régulièrement. Ce qui serait peut-être dommage parce que l'aérien permet une gradation dans la dissuasion. Quand vous faites décoller un avion qui est peut-être chargé d'une arme, peut-être atomique, tout ça étant dans les flous de la dissuasion. La dissuasion, c'est fait pour essayer d'être flou. Et donc, mais vous faites partir l'avion, mais vous pouvez le ramener. Vous pouvez lui dire, mais alors c'est pas ce je vous menace d'envoyer un avion, il est parti, il n'est pas parti, mais je vais le faire revenir. Il n'a pas franchi encore votre espace aérien, etc. Tandis que le sous-marin, le sous-marin nucléaire français avec un équipage de 200 personnes dans le fond des abysses, qui pendant 2 mois est invisible, ne communique avec personne, etc. Si vraiment il reçoit l'ordre, ce sera trop tard. Simplement, c'est fait pour ne pas recevoir l'ordre. C'est ça le problème. La dissuasion, c'est fait pour ce qu'on appelle l'arme de non-emploi. Vous savez, c'est un truc fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais qui a eu des résultats, en tout cas à toute une époque. Maintenant, c'est très critiqué. Vous voulez que je critique ou vous voulez que je dise alors, bien là, malheureusement, on arrive, Philippe Lémarie, à la fin de l'émission. Bon. Je le regrette un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même des menaces nucléaires actuellement. Il y a des menaces entre... la tension monte entre la Corée du Nord et les USA. Quand vous avez M. Trump d'un côté et Kim Jong-il de l'autre, il s'appelle comme ça, Kim Jong-il. Vous tremblez, vous trouvez que le monde est compliqué et qu'il vaut mieux avoir quelques moyens de pression. Alors c'est ce que dit d'ailleurs Béatrice Fein, qui est une Suédoise, ancienne dirigeante de la Ligue internationale des femmes pour la paix, qui est justement de l'ICAN, et qui dit « Le spectre d'un conflit nucléaire plane à nouveau largement. L'élection du président Trump a mis beaucoup de gens très mal à l'aise à l'idée qu'il puisse à lui seul autoriser l'utilisation des armes nucléaires. Et les Coréens du Sud sont plus inquiets, d'après nos renseignements, que des cinéastes que nous connaissons là-bas, de l'attitude de Trump même que de leurs voisins. Oui. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà. Eh bien, je remercie d'abord Philippe Lémarie, bien sûr, qui nous a beaucoup éclairé sur l'armée française et toutes ses actions.
toutes ces possibilités. Il était important, dans une émission antimilitariste, de connaître mieux tout ce qui se passe. Hein, c'est le but du blog. Et je vous renvoie donc au blog de Philippe Lesmarie. Vous tapez Philippe Lesmarie sur votre moteur de recherche et vous allez tout de suite trouver son blog facilement. Sur le site du Monde Diplomatique. Sur le site du Monde Diplomatique. Alors merci beaucoup. Merci aussi Ariel et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engences, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commandé à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.